C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du journal des Alpes ce soir, une avalanche meurtrière survenue aux Deux Alpes en Isère. Une dizaine d'enfants et leurs professeurs ont été emportés. Bilan actuel, au moins 2 morts et un blessé très grave. Nous retrouverons Damien Borelli en direct dans quelques instants aux Deux Alpes. Le chômage des moniteurs de ski, un système particulier puisqu'ils gagnent leur vie au nombre de cours qu'ils donnent, mais aussi par rapport à leur ancienneté. Nous verrons quelles ont été pour eux les conséquences du manque de neige à Noël, les conséquences sur leur activité. Et puis les Alpes, terre de cinéma, visite du centre névralgique du 7e art en Rhône-Alpes, à Villeurbanne, dans le Rhône. C'est là que se décident et se financent les grands tournages de la région. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale. Elle reviendra bien sûr sur cette avalanche meurtrière aux Deux Alpes et sur l'inquiétude des salariés de General Electric. Le groupe américain annonce un plan de restructuration avec la suppression de 765 postes en France. La direction maintient malgré tout son engagement de créer 1000 emplois nets d'ici 2017. Mais tout de suite, bien sûr, direction les Deux Alpes en Isère où nous retrouverons Damien Borelli, en direct, je le précise bien sûr. Il s'agit donc, Damien, d'une avalanche survenue dans l'après-midi. Des enfants et leurs accompagnateurs ou leurs accompagnateurs ont été emportés. On parle de 2 morts et plusieurs blessés. Alors Damien, je ne sais pas si nous avons la liaison, si vous m'entendez, mais que pouvez-vous nous dire à l'heure qu'il est de ce drame qui est toujours en cours aux Deux Alpes ? Alors apparemment, Damien n'est pas joignable. Alors, il y aurait également 5 personnes toujours recherchées dans ce drame en cours, je le précise. Dans ce contexte, bien sûr, la descente au flambeau qui était prévue, le record du monde a bien sûr été annulé aux Deux Alpes et tout le monde est sur le pont, secouristes et autres bien sûr. Une avalanche en plein après-midi et des questions bien sûr, d'après les premiers éléments de l'enquête, ce seraient les skieurs eux-mêmes qui auraient déclenché cette avalanche. C'est ce que nous précise Dominique Letan, directeur de l'ANENA. Il a été enregistré tout à l'heure au micro de Jordan Guéant et Maxime Kemener. On l'écoute. Il y a de grandes chances que ce soit les skieurs qui eux-mêmes déclenchaient la plaque qui les a ensevelis. Je dis bien la plaque parce qu'il n'y avait pas énormément de neige, mais ces derniers jours, il y a eu de forts vents et qui ont formé des accumulations assez nombreuses et importantes dans certains secteurs. Quand vous dites qu'il y avait peu de neige, est-ce qu'on en sait un peu plus ? 10 à 20 cm de neige, ce qui n'est pas beaucoup, mais cela a mobilisé toute la neige sur 300 mètres de long, donc au bout du compte, ça fait quand même une avalanche qui est assez grosse. Qui est parti sur une centaine de mètres de dénivellation, 300 mètres de long et pas très très large, une vingtaine de mètres de large. Donc il y a un vrai risque dans les Alpes du Nord aujourd'hui ? Oui, il y a un risque à sortir en hors-piste, il faut être extrêmement vigilant. On ne dit pas qu'il ne faut pas sortir, mais en l'occurrence, pour l'accident d'aujourd'hui, le nombre d'emportés me laisse un petit peu perplexe, parce qu'on rappelle qu'il faut toujours skier un par un dans une pente et pas tout le monde en même temps. Voilà, le risque, on le savait, est particulièrement dangereux en ce moment dans les Alpes. Alors nous partons à nouveau aux Deux Alpes pour retrouver Damien Borelli en direct. Bonsoir Damien. Il s'agit donc, je rappelle les grandes lignes, d'une avalanche survenue dans l'après-midi. Des enfants et leurs accompagnateurs ont été emportés. On parle de 2 morts et un blessé très grave. Plusieurs blessés également et des personnes encore disparues. Que savez-vous à l'heure qu'il est sur place ? Dans combien de temps le direct ? Il va y avoir un an en antenne. Daniel, je ne sais pas si vous m'entendez. En direct. On vous entend, Damien. Daniel, vous m'entendez ? On vous entend très bien, Damien. Daniel ? Oui, Damien, on vous entend. m'entendez ? Bonsoir. Donc, je vous rappelle, l'avalanche s'est déclenchée à 15h40 sur un secteur fermé du domaine skiable des Deux Alpes, la piste Bellecombe, avec cette dizaine donc, de jeunes lycéens et un accompagnateur. Je suis avec Didier Bobillier, le directeur général du domaine skiable des Deux Alpes. Bonsoir Didier Bobillier. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan de l'avalanche ? Déjà, je voulais dire que la station est sous le choc ce soir parce que c'est vrai qu'on était réunis aujourd'hui pour un jour d'inauguration et on a été alerté à partir de 15h41 d'une avalanche qui s'est produite sur un secteur fermé, Bellecombe, une piste qui n'était pas ouverte depuis le début de la saison au grand public. Et mes premières pensées vont bien entendu aux familles des victimes puisque ce soir, nous avons 5 personnes qui ont été ensevelies, une personne qui est sortie indemne et puis 3 personnes qui ont été envoyées en arrêt cardio-respiratoire sur l'hôpital de Grenoble et une personne qui était sortie en arrêt cardio-respiratoire
et qui est malheureusement décédé. Alors il s'agit de lycéens et de leurs accompagnateurs, des lycéens de Lyon. Dans le groupe, vous disiez que personne n'était équipé de détecteurs de victimes ? Tout à fait. En fait, nous avons été très très rapidement informés par le groupe de lycéens qui étaient sortis de l'avalanche, qui n'avaient pas été pris dans cette avalanche. Et eux, tout de suite, nous ont confirmé que personne n'était équipé de détecteurs d'avalanche. On a déclenché extrêmement rapidement les secours sur place. À 15h46, les premiers secours étaient sur place avec un chien d'avalanche. Et puis, nous avons ensuite déployé une centaine de personnes avec des sondes et 5 chiens d'avalanche pour tenter de retrouver les personnes. Didier Boly, les recherches se poursuivent à cette heure-ci. Voilà. Donc les recherches se poursuivent et nous avons également à déplorer un deuxième décès d'une personne qui a été transférée au CHU de Grenoble et qui n'a malheureusement pas survécu suite au traumatisme. Alors, il n'y avait pas eu de chute de neige très importante, mais on avait un risque d'avalanche. Aujourd'hui, on a un risque aujourd'hui qui est élevé. Alors, on avait un risque d'avalanche de niveau 4 sur le secteur d'altitude. On a eu très très peu de précipitations depuis le début de la saison, mais c'est vrai qu'on avait eu un certain nombre d'épisodes venteux avec un fort vent qui a pu créer des plaques à vent. Pour l'instant, l'origine de ce déclenchement d'avalanche n'a pas pu être analysée. Une enquête sera diligentée dès demain par monsieur le procureur de la République de Grenoble pour essayer de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Didier Bobillier, merci beaucoup. Voilà Daniel, donc les recherches se poursuivent avec une centaine d'hommes sur le terrain. A priori, il n'y a plus de disparus, mais ces recherches se font par sécurité au cas où une possible victime serait encore sous l'avalanche. Merci Damien Borelli en direct des Deux Alpes. J'ajoute que des hélicoptères avec caméras thermiques sont acheminés actuellement sur les lieux pour tenter justement de retrouver et savoir s'il pouvait y avoir d'autres survivants dans cette avalanche. Alors nous allons maintenant partir à Lyon. Vous l'avez entendu, ce sont des enfants d'un lycée de Lyon, le lycée Saint-Exupéry de la Croix-Rousse, qui ont été emportés dans cette avalanche. À Lyon, nous allons retrouver Paul Satis. Bonsoir Paul. Avez-vous des réactions et que savez-vous sur ce groupe scolaire ? Bonsoir. Alors pour l'instant, on ne sait pas énormément de choses. Il s'agit d'un groupe scolaire public, à la fois collège et lycée. Le groupe qui était en classe de neige serait un groupe de sportifs de haut niveau, puisqu'il y a ici des sections sport-études. Mais ce n'est pas encore une information complètement confirmée, donc on ne connaît pas l'âge des potentielles victimes de ce drame. En tout cas, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre ici. Les élèves commencent à arriver. On a vu des parents aussi, quelques élus. La principale, la direction de l'établissement n'a pas encore communiqué, n'est pas venue à la rencontre des journalistes qui sont également nombreux devant ce collège et lycée. Une réunion est organisée en ce moment justement avec les parents, avec les élèves et avec les proches de ces lycéens dont l'identité pour l'instant n'est pas connue. Merci Paul, et vous intervenez dans ce journal. Si vous avez d'autres informations ou des réactions, Lyon, où se tient d'ailleurs une cellule de crise pour les familles, le rectorat a mis en place, sachez-le, un numéro à disposition des familles. C'est le 04 72 80 60 60, 04 72 80 60 60. Voilà pour cette avalanche. Nous y reviendrons bien sûr si la situation évolue avant la fin de ce journal. Sachez qu'une autre avalanche s'est produite en début d'après-midi. C'était à Avoria, en Haute-Savoie. 6 personnes ont été bousculées seulement. Une seule personne aurait été légèrement blessée. Les précisions sur cette avalanche sur notre site France 3 Alpes. On passe à la justice. Il y a 4 ans, le 13 janvier 2012, le Costa Concordia, un immense paquebot, coulait au large de la Toscane, faisant 32 morts. Parmi les rescapés, 22 salariés de l'entreprise iséroise Raymondi et leurs conjoints, des cadres commerciaux en voyage d'affaires qui s'estiment aujourd'hui oubliés. Grégory Lespinasse, Dominique Sommet. Nous sommes peu avant l'impact. On est avec le commandant Schettino et l'ensemble de l'équipe pour faire notre dîner de clôture de notre séminaire commercial. C'est un anniversaire dont il se serait bien passé. 4 ans après, les salariés de cette entreprise spécialisée dans le carrelage ne décollèrent pas. Après avoir perdu leurs biens professionnels et personnels, ils refusent la somme de 11 000 € proposée par Costa à chacun d'entre eux en guise de dédommagement. Nouveau choc l'année dernière, quand un par un, ils sont convoqués à leurs frais pour une expertise psychiatrique à Montpellier. Des entretiens qui tentent de minimiser le préjudice. On nous a demandé des questions, si on s'entendait bien avec nos frères et sœurs, si on en avait, comment ça se passait avec nos parents,
ils étaient toujours vivants, si ils nous battaient, si on avait des tatouages, pas de tatouages, pourquoi on avait des tatouages. Ce genre de questions, qui, à mon sens, n'ont pas de lieu d'être dans ce genre de choses, quoi. Ils ne nous ont pas respectés quand on a fait notre expertise. Ils ne nous ont pas respectés. Ma femme était enceinte. Ils ne sont même pas fait un geste de plus. Ni moi, ni mon collègue qui a eu le même problème. Il y a le moindre irrespect envers nous. Le seul respect qu'ils ont, c'est de faire leur publicité pour leur image à eux. Mais les rescapés, ils s'en contrefoutent. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Plutôt un caillou dans la chaussure de ce chef d'entreprise. Bon, on n'en veut à personne, enfin, je veux dire, on n'en est pas là pour régler les comptes, on voudrait simplement avoir des réponses et surtout pouvoir définitivement tourner la page. 4 ans après ce naufrage, la société iséroise n'a plus aucun contact, ni avec la compagnie, ni avec ses avocats. Justice toujours. Relaxée en première instance, une nounou d'Aix-les-Bains a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs. Elle devra également verser 1 500 € par parent et par enfant dans cette affaire. Cette disparition inquiétante maintenant, celle de Cédric, un motard de 42 ans, originaire de l'Isère, parti seul en Amérique latine, faire un périple à moto, c'était début septembre. Il n'a plus donné signe de vie depuis le jour de Noël. Sa famille et ses proches sont très inquiets. Sophie Valsecchi et Jean Perrier les ont rencontrés. Cédric Delova, au bord du Pacifique le 15 septembre, c'est une des nombreuses photos mises en ligne par le motard. Cette vidéo, tournée sur les routes sinueuses du canyon de Colca au Pérou, est la dernière qu'il a postée. Elle est datée du 26 décembre. Depuis, son père, Jean-Paul, consulte tous les jours les réseaux sociaux. Il espère trouver un message rassurant, car il redoute que Cédric ait été victime d'un accident de la route. Le pire, ce serait qu'il tombe dans un fossé. Et là, pour le retrouver, ça c'est compliqué. Comme il avait un problème sur sa jante avant, si la jante casse en passant un trou ou en prenant une pierre, il peut se retrouver facilement à l'envers, quoi. Mais dans un virage comme ça, par exemple. Parti pour un voyage de plusieurs mois en Amérique latine, Cédric Delova a débuté son périple à Valparaiso, au Chili. Il a ensuite rejoint Salta en Argentine, puis Sucre en Bolivie et Arequipa au Pérou. C'est là que l'on perd sa trace à Noël. Ses parents savent que Cédric n'a plus de portable, il se les fait voler. Plus inquiétant, impossible de localiser le GPS de sa moto. Seule certitude, Cédric n'a pas actionné sa balise de détresse et aucun mouvement n'a été constaté sur ses comptes bancaires. Sa mère nous confie qu'elle avait insisté pour que son fils parte accompagné. Il était vraiment décidé à partir tout seul. Il a dit « je préfère ». Ouais. Et là, vous êtes vraiment très inquiète. Oui. Je crois que plus les jours passent et... Désemparés, les parents en appellent aux élus locaux pour qu'ils actionnent le réseau diplomatique. On a la certitude que l'affaire est prise au sérieux par le Quai d'Orsay, mais sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et sur la réalité des recherches, on a peu de garanties. C'est la raison pour laquelle la famille et les amis ont souhaité médiatiser cette disparition. La famille garde espoir de retrouver Cédric. Elle compte aussi sur les associations de motards qui, sur place, se sont déjà mobilisées. En Isère, toujours, SOS Amitié cherche des bénévoles. Cela fait 50 ans que l'association parrainée par le comédien Christophe Malavoie est à l'écoute des personnes fragiles au quotidien. Elle a besoin de recruter et de former des écoutants pour répondre à la détresse et à la solitude des gens les plus fragiles. Isabelle Colbrand, Cédric Picot. SOS Amitié, bonjour. Un téléphone qui sonne, des dizaines chaque jour et chaque nuit, et au bout du fil, un besoin immédiat d'échange. En Isère, ils sont 33 bénévoles à accueillir ainsi 24 heures sur 24 des personnes en mal d'écoute. On les accueille le mieux que l'on peut et suite à ça, on leur demande s'ils ont besoin de parler, de quoi ils veulent parler. Souvent, ils parlent beaucoup et nous, on n'a pratiquement rien à dire parce que il y a un trop-plein et il faut s'expliquer et dire. Et des fois, il y a un dialogue qui peut s'établir tout à fait normalement.
Écouter, mais ne jamais conseiller. Ici, l'idée de base est l'anonymat strict, pour l'appelant et pour celui qui prend l'appel. Chaque cas est bien sûr différent, la détresse est souvent la même, alors il faut savoir adapter son comportement. Il y a des personnes qui ont du mal à ce qu'on soit silencieux complètement. Donc, dans ce cas-là, on marque régulièrement notre présence en acquiesçant, en disant je vous entends, je comprends, etc. Mais parfois ça ne suffit pas, il y a des personnes qui tiennent absolument à ce qu'on intervienne dans la discussion. Donc là, on pose plus de questions. On essaie de les faire avancer dans leurs problématiques par un questionnement plus précis. Depuis quelque temps, le chat est apparu et de 17h à 1h du matin, ce sont souvent les plus jeunes qui appellent. Ils n'ont parfois que 12 ans. L'association a besoin de bénévoles sur les 3 antennes que compte le département. C'est après une formation que l'on peut devenir écoutant. Il faut bien sûr du temps, mais surtout beaucoup d'empathie. Retour à la neige et à l'enneigement aléatoire qui a sévi depuis ce début de saison. Un enneigement aléatoire qui a eu des répercussions économiques importantes dans les Alpes. Beaucoup de saisonniers ont connu des périodes d'inactivité et parmi eux, les moniteurs de ski au premier rang. Leur statut de travailleur indépendant fait qu'ils sont rémunérés en fonction du nombre de cours qu'ils donnent et de leur ancienneté. Reportage à la FECLA en Savoie, Xavier Schmitt et Didier Albrand. Hop là, qui c'est qui a d'autre une petite carte là? Il y a qui en première étoile? J'ai que vous deux? Les moniteurs de ski retrouvent le sourire. Il vient de tomber 20 cm de neige. Après 3 semaines d'inactivité, les cours reprennent enfin. L'hiver commence un petit peu à pointer le bout de son nez, donc on n'est pas trop mal. Il y a de la bonne neige, il y a le soleil qui est à peu près là. Donc on n'est pas trop nombreux sur les pistes, on en profite. Voilà. Même si on n'a pas trop de boulot, j'ai une bonne petite équipe et puis ça va bien se passer. C'est l'effet de la neige. Les réservations se multiplient. Okay, just one second. Dans cette station familiale, l'ESF, l'école du ski français, compte 58 moniteurs. Parmi eux, 25 sont permanents, les autres viennent en renfort. Tous sont tributaires des caprices du climat. Il faut savoir que les moniteurs sont des travailleurs indépendants. Donc si la personne annule et que la leçon n'est pas réglée, le moniteur ne gagne pas sa vie. Le moniteur est rémunéré en fonction du nombre de cours qu'il dispense. On se laisse aller et on ne s'assoit pas, d'accord? On reste bien debout sur la corde. Mais il doit reverser 18% de ses gains à l'école du ski. Enfin, les cours sont attribués d'après l'ancienneté, un système qui varie selon les stations. C'est un peu différent chez nous à la FECLA, puisqu'on a une petite station, on essaye vraiment de distribuer le travail un petit peu pour tout le monde, pour que chacun puisse bosser un petit peu. Le jeune homme vient d'obtenir son diplôme d'État après 4 ans de formation. Mais comme la plupart de ses collègues, il doit exercer un autre métier pour s'en sortir. On a des jeunes, c'est des passionnés parce qu'ils sont là et ils n'ont pas travaillé depuis 3 semaines, mais ils sont toujours là, ils ne sont pas partis, ils sont restés là, fidèles à leur station, quoi. Cette activité saisonnière est aussi très dépendante du calendrier scolaire. Après le fiasco de Noël, les moniteurs espèrent sauver leur saison avec les vacances de février. Le grand froid maintenant avec la Grande Odyssée, la course de chiens de traîneau et l'étape des G qui s'est déroulée en Haute-Savoie aujourd'hui. Vous êtes sur place, Céline Aubert. Bonsoir, une étape qui s'est enfin déroulée dans des conditions acceptables, dira-t-on. Oui, Daniel, nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée aux premières loges pour accueillir les premiers mushers. Mais la course n'est pas terminée. Tout à l'heure, à 16h30, c'était le grand départ de cette étape au cœur de la station DG. Et je peux vous dire qu'on a eu des frissons en voyant partir les équipages, mais aussi les chiens, surexcités, n'y tenant plus. On voit bien que la défaite comme la victoire dépendent directement du physique, mais aussi du mental de ces chiens. Pour exemple, tout à l'heure, le mauvais départ de Rémi Coste, le numéro 1 au classement général, au moment d'attaquer la première montée, eh bien son chien de tête a refusé d'avancer comme s'il était paniqué par la foule. Pour parler de ces chiens, j'ai à mes côtés Christophe Mallet. Il est le chef vétérinaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir Christophe. Vous disposez de moyens assez exceptionnels, tout entiers dédiés au bien-être du chien. En quoi ce dispositif il est finalement unique au monde ? Eh bien, écoutez, il est unique au monde par la type de matériel que l'on a réussi à réunir sur la course. On dispose d'un véritable hôpital de campagne que l'on transporte tous les jours, qu'on réinstalle tous les jours, quelquefois 2 fois par jour, au départ et à l'arrivée des courses. Et ce matériel regroupe de la technologie la plus moderne. On a par exemple des appareils de radiographie haute définition. On les voit derrière vous. Oui, justement. On a ici un appareil de radiographie avec un cliché de thorax qu'on a réalisé tout à l'heure dans la neige et qui a été réalisé pour vérifier un diagnostic et
et une suspicion que nous avions sur un chien qui pouvait présenter un problème pulmonaire. Ce cliché a été fait. Et finalement, il se révèle qu'il n'y a pas de problème pulmonaire sur ce chien et il sera capable de reprendre la course. On dispose aussi d'appareils d'échographie. Lorsqu'on distingue par exemple une masse dans un abdomen, eh bien, on est capable de réaliser un examen et avec un diagnostic de certitude. On a par exemple eu l'année dernière une chienne pour laquelle on avait diagnostiqué un gros ventre. Elle avait simplement un abdomen un petit peu rond. Et bien, on a réalisé un examen échographique et s'est aperçu que la chienne était en fait enceinte. Et oui, c'était assez... Et oui, ça arrive. Ça arrive. Et on a demandé au musher bien évidemment de ne pas courir avec sa chienne. La chienne a été mise au repos et a pu accoucher tranquillement. Il y a eu un heureux événement. Donc c'est grâce à ce matériel. Il faut bien réaliser aujourd'hui que pour réaliser des diagnostics, il faut bien évidemment des gens, des vétérinaires compétents, mais il faut pour vérifier tout cela du diagnostic à un matériel de très haut niveau. Il y a aussi une peur que vous avez, parce que finalement, le pire qui puisse arriver pour la Grande Odyssée, c'est de perdre un chien, c'est qu'un chien se blesse. Et je crois que vous avez même sauvé un chien l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça en quelques secondes, si c'est possible? Oui, il y avait un chien qui était en hypothermie et en grave hypotension, donc il avait une baisse de pression sanguine. Il avait extrêmement froid et grâce au matériel qu'on a mis en place, eh bien, le diagnostic a été posé extrêmement rapidement et le chien a pu être sauvé. Merci beaucoup, c'est une belle histoire. On se retrouve demain à Megève pour la nouvelle nocturne et la nouvelle étape. Avec des toutous aux petits soins, on l'a vu. Merci Céline, c'était la Grande Odyssée. On passe maintenant au deuxième volet de notre série consacrée au cinéma dans les Alpes. Damien Borelli et Franck Sironi nous emmènent ce soir à Villeurbanne, où siège Rhône-Alpes Cinéma, le temple régional du 7e art. Vous allez voir que dans les Alpes, les atouts pour séduire les cinéastes et les producteurs ne manquent pas. Des décors naturels somptueux, des infrastructures nombreuses, un savoir-faire réputé. Avec 12 à 15 longs métrages produits chaque année depuis 25 ans, Rhône-Alpes est devenue la seconde terre d'accueil de tournage de films en France, juste derrière la région parisienne. Une success story qui repose sur 3 entités. Rhône-Alpes Cinéma, le financeur, la commission du film, le facilitateur, enfin le pôle Pixel, qui regroupe 3 studios géants à Villeurbanne. On a été les premiers en 1994 à créer une commission régionale du film. Le but était vraiment d'attirer un maximum de tournages sur un territoire donné. Les films ont vu leur budget réduit, ont vu leur temps de préparation réduit, et avoir des entités professionnelles dans les régions qui vont rendre des services dans le but d'attirer un film ou un tournage, tout le monde est gagnant. Véritable promoteur de la région, la commission du film gère les tournages de A à Z. Elle met à disposition des productions, les équipes techniques, débusque les décors et lieux de tournage, de la maison privée jusqu'au château. Le meilleur décor, ça sera le décor qui, subjectivement, va répondre aux critères du réalisateur, du chef décorateur, qui va dire c'est exactement ça que j'imaginais. Je vais faire de la déco derrière et l'aménager, mais peu importe, mais c'est ça la base. Et puis pour la production, qui est facile d'accès, qui n'est pas trop cher à la location. Alors, bienvenue à Pupetière. Tout près du lac de Paladru en Isère, le château de Pupetière renferme 7 siècles d'histoire. Brûlé à la Révolution française, reconstruit dans les années 1860 par Viollet-le-Duc, ce joyau est la propriété d'Aimar de Virieu. Alors vous voyez ici, on rentrait dans cette bibliothèque, petite bibliothèque magnifique, avec un charme fou, des livres jusqu'au plafond, même le plafond est peint. Oui. En 2008, le château de Pupetière a été le décor de plusieurs scènes de la comédie policière de Pascal Thomas, Le crime est notre affaire, avec André Dussolier et Catherine Fro. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais il ne m'arrive rien, justement. On va t'acheter un chapeau. Cinéphile passionné, Aimar de Virieu rêve que son château et ses quelques 7000 m² séduisent de nouveaux réalisateurs. Je trouve que c'est formidable de pouvoir donner la possibilité à ces décorateurs, à ces cinéastes, eh bien de prêter notre site pour des décors de cinéma et pour des films. Parce que les lumières, vous savez, ils la maîtrisent totalement. Et ces décors-là, même en essayant de les créer dans un studio, ils n'y arriveront jamais. Reste le nerf de la guerre, l'argent. Aujourd'hui, de plus en plus de cinéastes et producteurs optent pour les studios, souvent moins chers. Répertoriés par la commission du film Rhône-Alpes parmi une dizaine de châteaux dans la région, Pupetière attend patiemment d'être réveillé par le mot magique, moteur.
Et du rêve à la réalité, retour à cette avalanche survenue cet après-midi aux Deux Alpes. Le bilan s'est alourdi, triste bilan, 3 morts jusque-là. Je vous propose d'écouter Alexander Grimaud, c'est le directeur du cabinet de la préfecture de l'Isère. Il nous en dit plus sur le dispositif de secours mis en place ce soir. Le dispositif coordonné par le préfet de l'Isère est un gros dispositif qui comporte bien sûr l'ensemble des équipes du PGHM, des pisteurs secouristes de la station et puis des militaires de la compagnie de Namur qui sont saisis de l'enquête. Il y a 3 hélicoptères de secours, 2 de la sécurité civile, un hélicoptère du SAMU et un hélicoptère avec une caméra thermique de la gendarmerie qui permet de compléter les outils de recherche terrestres. Nous avons la certitude aujourd'hui que le groupe de lycéens qui était dans l'avalanche, on a identifié et retrouvé toutes les personnes. Il y a peut-être d'autres personnes qui n'étaient pas dans ce groupe-là, qui auraient pu être emportées par l'avalanche. Voilà, et par mesure de précaution, donc la zone est encore sous haute surveillance. Je vous propose de retrouver Damien Borelli en direct des Deux Alpes pour d'abord parler de ce bilan qui vient de s'alourdir. On est aujourd'hui ou maintenant à 3 morts, Damien, sur cette avalanche des Deux Alpes. Oui Daniel, alors ici c'est encore un peu l'incompréhension aux Deux Alpes, puisque le secteur était fermé. Alors bien sûr il n'y avait pas de véritable balise, de véritable filet, mais c'était un secteur fermé et ce groupe de lycéens et leurs accompagnateurs se sont aventurés sur ce secteur. Ils n'étaient pas équipés d'ARVA, les détecteurs de victimes, ce qui a compliqué un petit peu les recherches, mais on peut rappeler quand même que les secours se sont vraiment déplacés dans les 5 minutes, donc ça a été très rapide, une centaine de personnes, 5 chiens d'avalanche, donc tout le dispositif de secours a été très 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 efficace. Malheureusement, vous l'avez rappelé, le bilan est très lourd, 3 décès et une personne dans un état critique. Merci Damien, merci pour toutes ces précisions sur lesquelles nous reviendrons dans quelques minutes dans le Journal National.